Si tu as cliqué sur la vidéo, ça veut dire que tu as obtenu ton doctorat en Afrique et que tu te poses les questions, c'est quoi l'étape suivante? Probablement un postdoc en Europe. Alors tu te demandes comment trouver un professeur, comment trouver un labo. Ne t'inquiète pas, tout va être détaillé dans cette vidéo. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur moi, ici on parle de sciences et de carrière académique. Voilà, c'est vrai que j'ai une autre chaîne qui s'appelle Gadamayo où je parle de sciences également, mais c'est un peu plus le lifestyle d'une scientifique africaine. Donc, si tu veux voir un peu à quoi ressemble ma vie au quotidien, va checker sur cette autre chaîne. Mais ici, on va surtout parler de sciences, c'est vrai, plus terre à terre, mais surtout, on va échanger nos petites astuces, nos conseils et nos expériences pour bien évoluer dans sa carrière académique en tant que chercheur, en tant qu'enseignant-chercheur. Donc, merci de suivre la vidéo et sans plus tarder, on va amorcer le vif du sujet. Donc, la thématique de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment négocier avec un professeur européen. Ça peut être asiatique, ça peut être, bref, d'un autre continent que l'Afrique. Du coup, je résume tout ça, on va dire, sous la dénomination européen, mais vous voyez grand, vous voyez plus large. Donc, comment négocier avec un professeur européen pour obtenir une place de postdoc dans son laboratoire. Donc, les profs européens, les grands profs, ceux qu'on cible, ceux avec qui on rêve de travailler et qu'on a ambition de travailler dans leur laboratoire, ceux-là qui publient énormément et qui font de grandes publications dans des journaux d'envergure, ce sont des profs qui vont recevoir entre 50 et 200 mails allez, par semaine. Visualisez bien la chose, vous n'êtes pas le seul et vous êtes en compétition avec d'autres fraîchement docteurs comme vous qui sortent des universités plus renommées que la vôtre. Donc voilà les défis en tant que chercheur africain. Vous venez d'avoir votre PhD dans une université africaine. Bon, par africaine, on va dire les moins connues parce que certes, on a quand même des universités africaines qui font partie des top 100 des meilleures universités mondiales. Je pense à l'université de Cape Town, en Afrique du Sud, ou bien d'autres encore. Mais voilà, disons que vous sortez d'une université lambda qui est très peu connue et qui est en Afrique. Donc, vous avez déjà ces défis-là. Premier défi, personne ne connaît votre université. Quand je dis personne, je dis ces grands profs européens-là ne connaissent pas votre université. Deuxième difficulté, ils ont déjà des doutes, ils ont des difficultés, des a priori sur la qualité de la formation délivrée en Afrique par les universités africaines. Troisième blocage, ils vont s'inquiéter des visas, des procédures pour avoir des visas qui sont souvent longues, compliquées. Ils vont s'inquiéter de l'adaptation culturelle. Et ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Ce n'est pas du tout une raison pour baisser les bras. Il faut juste prendre cela en compte, savoir quelles sont vos faiblesses et maximiser sur vos forces. On a des forces qui nous viennent principalement du fait que nous venions d'universités africaines. Premièrement, la résilience. Il n'y a pas plus résilient qu'un étudiant qui a fait son PhD dans une université africaine. On travaille avec moins de ressources, donc on est très débrouillard, très créatif parce que voilà, il faut combler le manque qu'on a au niveau technique. Deuxièmement, on a une perspective assez unique que certaines équipes européennes ne vont pas avoir. Oui, en Europe, ils vont utiliser la biologie moléculaire, ils vont décrypter le génome jusqu'à la dernière plus petite séquence. Mais en Afrique, on côtoie les maladies qu'ils étudient. On les côtoie, on les connaît, on vit les symptômes cliniques, on les connaît. Du coup, les associations vont être plus familières. L'interprétation biologique va arriver plus rapidement parce qu'on peut rapidement faire des déductions, poser des hypothèses, assembler deux scénarios qui n'ont en l'occurrence rien à voir pour quelqu'un qui ne connaît pas les maladies endémiques sur un même territoire. Donc, voilà. Et troisièmement, qui est aussi peut-être le premier cas, la résilience encore, la résilience plus. Parce que malgré tous ces obstacles qu'on observe, le manque de technologie, parfois on oublie d'autofinancer nos thèses et de réfléchir moins souvent et développer nos sujets de recherche. À la longue, on développe une résilience extrême qui va être à l'épreuve de tous les obstacles, qu'ils soient européens, obstacles de culture, obstacles de climat, obstacles
de financement, on va s'adapter à tout. Voilà. Aujourd'hui, il s'agit de transformer tous ces atouts qui n'ont pas l'air d'être des atouts en arguments qui font mouche lorsqu'on contacte un professeur pour avoir une position de postdoc dans son laboratoire. Ce qu'on va retenir de cette première partie, de cette première section, c'est ne jamais envoyer un mail générique. Ne pas envoyer un mail générique. Très important de parler à la personne, de ne pas parler à l'entité professeur européen. Allez, vas-y, j'ai lu vite fait un abstract qui ressemble à ce que je fais. Je copie tout l'abstract, je mets dans le mail et je dis oui, j'ai lu ça, je suis intéressée par ça et je vais faire ça avec vous. Non, c'est pas comme ça. Il faut prendre le temps de lire le profil, voir trouver le CV de ce prof, voir avec qui il a collaboré, quels sont les organismes qui le financent, quels sont les projets sur lesquels il a travaillé et qu'il a conclu. Tout ça avant de vous asseoir et d'avoir la prétention de vouloir écrire ce mail. Donc voilà, une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez rassemblé toutes les informations, votre email doit contenir 3 grands paragraphes. Dans le premier paragraphe, vous vous adressez au prof et vous lui montrez que vous connaissez ses travaux. Comme je l'ai dit tantôt, il ne s'agit pas ici d'aller copier un abstract qui, vous avez vu son nom passer quelque part, le remettre dans le mail ou bien copier le titre de l'article et dire j'ai lu l'article intitulé blablabla. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit d'avoir compris les travaux, d'avoir synthétisé les travaux en général de son groupe et de dire ok, j'ai lu vos travaux, j'ai lu quelques papiers sur vos travaux, machin, sur vos projets de recherche. Et voilà ce qui m'a intéressé précisément. Et du coup, vous avez, premièrement, vous avez dans l'ensemble le grand titre de son projet de recherche. Et puis, vous avez, voilà ce qui m'intéresse précisément, cette partie-là du grand projet de recherche ou alors de la grande thématique du laboratoire. N'allez pas juste vraiment recopier le titre de l'unité, le nom de l'unité de recherche du laboratoire et dire voilà ce qui m'intéresse, je veux aussi faire immunobiologie et infection aux aliments. Non. Immunobiologie, dans immunobiologie, exactement, vous voulez faire quoi? Immunologie, biologie, immunobiologie, immunométabolisme. Qu'est-ce que vous voulez faire précisément? C'est large, c'est des thématiques qui vont englober beaucoup de spécificités. Donc, il faudrait savoir exactement qu'est-ce que vous voulez faire dans toute cette grande, dans toute la big picture. Qu'est-ce qui vous intéresse précisément? Parce que même si le laboratoire, par exemple, va avoir comme thématique immunobiologie des infections aux aliments, peut-être que vous voulez faire de l'immunobiologie, mais pas travailler sur les aliments. Peut-être que vous voulez travailler sur, je ne sais pas moi, la malaria ou autre chose qui n'a rien à voir avec les parasites de la catégorie des aliments. Du coup, il faut bien le dire, il faut bien faire ressortir cela. Et même si vous voulez travailler sur des éléments, oui, ok, d'accord, on veut le conseil. Lequel exactement? Dans le deuxième paragraphe, du coup, il faudrait montrer que vous avez les compétences pour faire ce que vous voulez, vous annoncez faire, pour faire ce que vous dites qui vous intéresse. Ok, le laboratoire fait le laboratoire fait dans l'immunobiologie, mais quelles sont les techniques, quelle est la méthodologie qu'ils utilisent? S'ils utilisent que ELISA ou alors ils utilisent que la cytométrie de flux, connaissez-vous ces techniques? Avez-vous déjà eu à pratiquer ces techniques? Peut-être que vous, tout ce que vous savez faire, c'est l'immunohistochimie, utiliser les lames, les anticorps et tout ça. Du coup, ELISA, vous n'avez jamais touché. Un cytomètre de flux, vous n'avez jamais touché. Donc, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Et si dans ce labo, ils sont plus aux techniques de base comme l'immunohistochimie, ils sont plus à utiliser des cellules et des cytométries de flux, vous vous retrouvez pas adapté pour travailler dans ce labo. Donc, il faut énumérer vos compétences et si ça vous intéresse du coup de vouloir apprendre les nouvelles compétences qui vont être complémentaires aux vôtres, dans ce cas, dites-le franchement, ok, moi j'ai fait tels travaux avec l'immunohistochimie, je suis parvenue à démontrer ceci et j'aimerais dans le cadre du postdoc utiliser la cytométrie de flux pour aller plus loin et pour faire ci et pour faire ça. Du coup, ça tient la route parce que vous avez les compétences, on va dire les prérequis. Et là, vous voulez step up your game, vous voulez passer à un cran au-dessus en termes
de méthodologie, en termes de connaissances également. En dernier, pour clôturer ce troisième paragraphe de votre mail, il faudrait que vous apportiez une valeur ajoutée qui soit claire. Comme je le prenais dans l'exemple, vous avez la connaissance du terrain, ou alors vous avez une technique qui n'est pas faite dans le labo, que vous pouvez faire dans le labo sans avoir besoin de trop d'équipement. Je prends un exemple concret. Si eux, ils utilisent des modèles animaux pour faire voilà, des infections aux aliments, et qui se focalisent uniquement sur l'aspect hépatique, la fibrose hépatique, vous, dans votre thèse, vous avez sur le même modèle, vous avez pu étudier, je ne sais pas moi, l'estomac. Et du coup, là, vous venez avec une approche qui va être sur un autre organe, un autre tissu, mais vous pouvez quand même réaliser parce que c'est le même animal, vous pouvez utiliser les mêmes techniques dans le laboratoire, mais vous avez votre expertise qui va être une plus-value et couvrir un plus grand territoire de l'étude que vous voulez mener. Donc, apportez toujours, mentionnez toujours et dites-le, écrivez-le clairement, quelle va être la valeur ajoutée. Donc, voilà, après avoir un peu expliqué les grandes artères que devrait avoir le mail, je vais mettre mon email là et là, vous aurez juste à combler les trous avec vos spécialités respectives. J'espère que ça vous aidera également à avoir un postdoc. En tout cas, voilà l'exemple d'un mail qui a fait mouche pour mon cas. Qu'est-ce qui va faire la force de cet email? Premièrement, qu'il soit court. Ne tombez pas dans la tentation d'utiliser l'IA à outrance parce que l'IA va développer, argumenter avec des phrases longues, vraiment dithyrambiques. Évitons ça. Le mail doit être court, direct. C'est pourquoi il faut, même si vous utilisez l'IA, épurer au maximum votre mail. Vous avez un PhD, vous êtes censé avoir déjà bien développé cette compétence-là de pouvoir synthétiser, d'être précis, concis, d'aller droit au but. Toutes les conférences où vous avez eu 15 minutes, 10 minutes pour présenter l'ensemble de vos travaux, je crois que ça vous a bien formé à ça. Donc, ça doit être resté précis, concis, professionnel. Et voilà, dans le premier paragraphe, le fait que vous mentionnez un article et que vous pouvez donner quelques détails, vraiment la quintessence de ce qu'il y a dans cet article, ça montre que vous avez fait votre travail de recherche, que vous n'avez pas juste envoyé un mail générique, parce que c'est ce que les gens font. Quand ils veulent envoyer 50 mails à 50 professeurs, ils vont juste écrire un mail qui va correspondre à tout, où tu vas seulement avoir 10 professeurs, on ne va même pas mettre le nom, parce qu'il faut envoyer le même mail à tout le monde. Et on ne va pas mettre d'article, on ne va pas mettre de thématiques de recherche, ou alors on va mettre une thématique de recherche tellement large que ça englobe tous les 50 professeurs. C'est pas ça qu'on veut faire. Donc, dans le premier paragraphe, le fait que vous ayez mentionné, le fait d'avoir déjà mentionné un papier, que vraiment c'est ce prof qui a dirigé les travaux de ce papier, ou alors d'avoir mentionné la thématique de l'unité de recherche que dirige ce professeur, ça fait déjà que vous sortez du lot, parce qu'on sent que, ok, vous savez sur quoi il travaille et vous êtes vraiment intéressé à ce sur quoi il travaille, à son équipe de recherche. Et dans le deuxième paragraphe, vous parlez de vos compétences, listez-les, mais vraiment de manière froide, c'est-à-dire, oui, je maîtrise la biologie moléculaire, je maîtrise l'histologie, énoncer avec fermeté, assumer avec fermeté vos compétences. Embellisser un peu tout ça là, même si en vrai vous utilisiez des boîtes de conserve pour faire vos bacs d'histologie, vous n'avez pas tout l'automate là et tout machin. Non, vous avez fait de l'histologie, les étapes de déshydratation, réhydratation, déparafinage, vous les avez fait. Même si vous avez fait ça dans des boîtes de conserve, vous les avez faites. Donc, pas la peine d'aller débattre sur les conditions, sur le matériel qui était de vraiment types. Non, on ne s'attarde pas sur ça. On maîtrise l'histologie, on maîtrise l'interprétation des coupes histologiques et on le revendique fièrement. Et dans le troisième paragraphe, vraiment celui qui va laisser l'empreinte, je dirais même le plus important, ce troisième paragraphe-là, surtout n'allez pas dire... s'il vous plaît, donnez-moi un postdoc dans votre labo ou je vous prie de m'accepter comme postdoc dans votre labo. Non, ce n'est pas la charité qu'on demande. Oui, vous voulez un postdoc dans le labo, mais vous avez quelque chose que vous amenez aussi pour le labo qui
qui va contribuer à la gloire du labo. Donc, vous amenez quelque chose sur la table, vous allez poser quelque chose en échange. Donc, voici comment je peux résoudre vos problèmes. Voici sous quel angle je peux aborder ce même problème sur lequel vous tablez, vous cogitez. J'ai aussi un angle de vue qui va être certes légèrement différent, mais complémentaire au vôtre et qui va faire une force. Et le quatrième paragraphe, qui n'est pas vraiment un, c'est celui où vous parlez assez légèrement des financements. Dans celui-là, il faut quand même montrer que oui, vous êtes quand même active. Vous êtes active, que ce n'est pas votre dernier espoir. Parce que ça va enlever une inquiétude principale que tout le projet va reposer uniquement sur ce labo. Si vous dites, ok, je veux participer à telle bourse, à tel truc, à tel, et ça montre au professeur que vous ne comptez pas uniquement sur ses financements à lui. Oui, parce que ces grands labos, ils ont des financements, mais ils vont toujours être rassurés par quelqu'un qui va venir avec un financement. Comme ça, il sait, ok, mes financements, je peux les allouer à autre chose. Je peux, voilà, peut-être, pourquoi pas, recruter un master, un PhD et tout ça, qui va aussi travailler sur ce projet parce que le postdoc, il vient avec un financement. Donc, c'est toujours bien vu de dire, oui, j'ai aussi postulé à telle bourse, des bourses prestigieuses, bien évidemment. Et donc, je suis en attente également de ces bourses-là. Et il faut éviter les phrases vraiment bateau. Les phrases bateau. Je dis ça parce que je les ai utilisées au début. Il n'y a aucun mail où j'ai utilisé ça où on m'a répondu. Donc, j'ai déduit que ça ne marche pas. Les phrases où on a dit, yes, I am a hard worker. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit que je travaille dur, je travaille fort. C'est vrai pour la plupart. Mais à force de voir ça du matin au soir, d'une lettre à l'autre, sur 200 lettres de motivation d'affilée, ça perd toute sa crédibilité. Si tout le monde travaille dur, quel va être, on va chercher autre chose du coup, parce que ça va remettre tous les compteurs à zéro si vous tous vous travaillez dur. Donc, I am a hard worker, enlevez ça. I am passionate about science, enlevez ça. Tout le monde est passionné de sciences. Si vous cherchez, vous êtes arrivé jusqu'au doctorat, vous voulez aller jusqu'au postdoc, c'est que la passion a débordé le vase. Tout le monde est passionné. Donc ça aussi, normaliser la passion là, enlever ça. Ou alors vraiment, ça c'est trois rouges, trois croix rouges. Help me, please help me, ou please, non. Non, 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 non. On n'est pas des mendiants, on est des scientifiques. On est des scientifiques, on a fait notre part, on a soutenu le PhD et dans des conditions les plus extrêmes du désert. Donc, pardon, n'allez pas commencer à dire, à supplier, à demander à avoir la place de postdoc. Non, 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 on ne supplie pas, on ne supplie pas. On marchande de manière subtile, de manière intelligente, on marchande. Ok, on est des scientifiques qui se respectent, donc on ne va pas dire help me please. Give me this position I've always dreamed about. C'est vrai, vous rêvez de ça. C'est vrai, on rêve de ça. Mais non, on ne va pas aller le dire parce que ça ne fait pas pro. C'est tout, ça ne fait pas pro. Et ailleurs, ils sont pro. Donc, arrivons-nous au professionnalisme international. Donc, voilà. Ça, c'est la première étape. Ok, vous avez eu le mail, mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout, c'est pas fini. C'est pas fini encore. Il y a encore des petits cadeaux de Noël qui arrivent. Certes, Noël est passé, mais j'ai encore des petits cadeaux pour vous dans ma besace. Donc, c'est vrai, vous avez fini votre mail, vous l'avez envoyé, mais c'est pas la fin. C'est pas la fin parce que une fois sur deux, vous n'aurez pas de réponse, sinon une réponse négative. Dans le cas où vous n'avez pas de réponse, moi, je me donne, alors, je lui donne à ce professeur à qui j'ai écrit 10 jours. 10 jours pour me répondre. Si 10 jours, tu ne m'as pas répondu, je ne vais pas me dire, ok, ça veut dire que c'est non. Non. Si tu veux me dire non, dis non. Sinon, je vais te relancer jusqu'à ce que tu dises c'est non. Voilà, pour la relance, parce qu'il s'agit maintenant de penser à la relance pour ceux qui n'auront pas répondu. Pour la relance, il faut également préparer un mail et bien préparer le mail de relance. Donc voilà, je vous ai donné toutes les astuces que j'ai utilisées et qui ont marché pour moi. Et je ne vous souhaite que le meilleur. J'espère que ça va marcher également pour vous. Ciao!